Très bien, on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire, le premier de l'année qu'on organise chez Trustpilot, qui va vraiment traiter en profondeur des avis clients et justement de toutes les stratégies et les tendances qu'on a constatées ces derniers temps auprès de nos différents partenaires qui nous ont permis de faire une synthèse finalement des bonnes pratiques. Et on va voir à travers ce webinaire finalement qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir uniquement de l'affichage d'avis et de l'intégrer sur un site, mais l'avis client peut être vraiment utilisé sur énormément de choses en termes de stratégie. Donc, c'est assez poussé et j'espère que ça va vous plaire. Donc, on va commencer par se présenter parce qu'on est des gens très polis. Donc, je vais commencer pour ma part. Je m'appelle Smail Makik. Donc, je suis consultant web marketing au sein de l'agence Culturban. Pour la petite histoire, en fait, j'ai travaillé dans l'e-commerce pendant une dizaine d'années. Et avant de monter mon agence, en fait, j'étais e-marchand, donc j'étais directeur web marketing au sein d'une société e-commerce pour laquelle en fait j'avais fait un appel d'offres au niveau d'une solution d'avis client et j'avais donc choisi Trustpilot et c'est comme ça que j'ai connu la solution à l'époque et de fil en aiguille j'ai gardé un bon relationnel avec les différentes équipes et puis du coup je travaille avec eux maintenant. Donc voilà, j'ai eu un parcours purement e-commerce dans l'acquisition de trafic et la conversion et je vais passer la parole du coup à Brahim pour pouvoir se présenter également à son tour. Merci Smaïl, bonjour à tous. Alors donc moi c'est Brahim Benelal, je travaille avec Trustpilot d'un peu plus de maintenant 8 ans on va dire. À l'époque bon quand on avait commencé on était quoi une quinzaine, maintenant on est un peu plus de 700 donc ça a bien évolué. Je suis directeur stratégique sur la partie France et une partie de l'Europe et puis je suis spécialisé aussi sur la partie e-réputation. Auparavant, avant de travailler avec Trustpilot, je travaillais aussi justement dans la partie média monitoring, donc j'analysais aussi tout le web pour voir un peu l'e-réputation de différentes structures en France et à l'international. Et justement, voilà, je vais vous donner quelques petites infos aussi sur Trustpilot pour que vous sachiez un peu qui on est, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein. Pour faire simple, on nous considère un peu comme le TripAdvisor du e-commerce. Donc, grosso modo, on est une plateforme ouverte où il y a pas mal de gens qui viennent consulter des avis. Pour la petite histoire, Peter, qui est le CEO donc de Trustpilot, avait un petit challenge à l'époque et ses parents commençaient à acheter en ligne. Donc là, il lui posait toujours la même question, comment je peux effectivement trouver un site de confiance et ainsi de suite. Il dit bon, c'est pas possible, on doit pouvoir effectivement essayer de faire une agrégation donc des différents sites qui sont actuellement au Danemark, parce que là, moi, je suis actuellement à Copenhague pour le webinaire. Et moi à Et Paris. donc, voilà, et donc il a ouvert Trustpilot. Et donc c'est là où justement ils ont ajouté tout doucement différents sites. Et tous ces sites-là, à un moment donné, ils ont voulu aussi prendre contrôle de la réputation. Et c'est là où justement Trustpilot est rentré dans un business model où ils vont justement aider les différentes structures pour mettre en place, on va dire, une stratégie donc de réputation. Et l'idée première, bien sûr, c'est de se rapprocher de ses clients. Donc tout simplement, cette plateforme leur a permis après de grandir d'une manière stratégique et après, bien entendu, d'instaurer vraiment une stratégie de confiance avec les différents clients. Parce que l'idée, c'est pas uniquement de se dire, voilà, on va faire de l'acquisition, mais aussi justement de travailler sur le long terme. Donc, le fait d'instaurer la confiance, et c'est assez primordial, je dirais, dans la stratégie. Et bien entendu, le but ultime du business ou du site internet, c'est tout simplement augmenter ses conversions, générer des ventes, générer du lead, etc. Il faut savoir qu'on ne va pas se limiter justement au pur e-commerce, mais ça va être assez large. Et justement, on remarque qu'il y a un impact comme ça assez important sur les différents domaines d'activité. C'est pour ça qu'on a à peu près un nouvel avis qui est posté tous les 2 secondes. Ça représente quand même plus de 3 milliards d'avis vus par mois et à peu près 50 millions, on va dire, sur 250 000 entreprises en France et à l'international. Donc, on voit qu'il y a effectivement un attrait assez important pour les utilisateurs pour consulter effectivement les avis. Je pense que si toute l'audience qui est là aussi sur le webinaire, vous consultez probablement aussi pas mal ces informations-là, soit pour justement acheter un produit, soit pour booker un voyage, soit simplement pour louer un véhicule, etc. Donc, ça reste assez éclectique, hein, c'est assez varié. Et justement, Trustpilot, c'est vraiment une solution d'avis qui est adaptée à tout type de business. Donc, on pose souvent la question, oui, mais moi, je suis dans le B2B. D'autres me disent, plus le B2B, le B2C, pardon, ou dans la collecte de leads. Effectivement, l'idée globale ici au niveau de la réputation, ça reste quand même très, très large. Donc, ça veut dire que du moment qu'on a une stratégie donc de visibilité, de réputation, de conversion, l'avis que vous allez collecter, que ce soit dans une stratégie B2B, que ce soit donc dans la collecte de leads, effectivement, c'est un point très important. Comme vous le pouvez voir aussi à droite, on a pas mal de références assez variées. Ubaldi, WordPress, LDLC, Pure Player aussi e-commerce, Vinci, qui sont pas du Pure Player e-commerce, mais qui ont aussi une stratégie établie donc au niveau de la collecte d'avis. Donc, on voit effectivement que ça reste quand même assez large. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir 3 parties intéressantes justement aujourd'hui. Et la première, c'est simplement de voir les différentes techniques et les astuces qu'on pourra utiliser pour la collecte. Ensuite,
après avoir collecté les avis, qu'est-ce qu'on fait avec ce contenu-là? Donc là, il y a une partie UX et le parcours client justement qui est important pour la conversion et aussi l'optimisation donc dans la collecte de leads ou autre. Et après, comment les exploiter tout simplement dans une stratégie donc marketing. Ce qu'on va faire dans un premier temps, donc là, Smaïl va vous faire une petite introduction déjà sur le comportement donc des utilisateurs et après, on commencera à voir les différentes techniques. Je te repasse la main, Smaïl. Merci beaucoup Brahim pour cette présentation. Alors c'est vrai que on a pas mal l'occasion de rencontrer des personnes sur les différents événements, sur des salons professionnels ou lors de rendez-vous, et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de confusion sur certaines notions autour des avis clients. Donc l'idée de cette introduction rapide va nous permettre de tous être, je dirais, sur la même longueur d'onde d'un point de vue de compréhension du marché et comment le consommateur se comporte face aux avis. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui l'avis consommateur fait partie intégrante du parcours, je dirais, en ligne. C'est-à-dire que systématiquement, quand un consommateur ne connaît pas une entreprise, il va faire des recherches sur Internet pour savoir ce qui se dit sur la toile, notamment à travers Google. Et donc, on a une des études les plus éloquentes à ce sujet, avait justement interrogé un panel de Français et on avait un chiffre qui était assez fort et qui montrait aussi la maturité de l'avis client sur le marché français. C'est 88% des gens consultent les avis avant chaque achat. C'est-à-dire que près de 9 personnes sur 10, quand ils n'ont pas je dirais, d'opinion ou d'avis concernant une entreprise, vont aller regarder systématiquement ce qui se dit sur la toile à leur sujet. La deuxième chose qui est intéressante aussi, c'est que il y a un poids important accordé au nombre d'avis qui va être retrouvé. C'est-à-dire que 44% des gens accordent une importance justement à la quantité d'avis qu'ils vont trouver sur la toile quand ils vont faire ces recherches-là. Donc, la première chose, donc indirectement à traduire à travers ces chiffres, c'est que bien évidemment, il faut avoir des avis clients. Il faut aussi en avoir un nombre conséquent pour pouvoir convaincre l'internaute qui est sur une interrogation qu'il y a assez d'informations à travers ces avis-là pour lui donner, je dirais, le critère de décision qui va déclencher l'achat. Et le troisième point qui est intéressant aussi, c'est que 16% des gens vont penser également qu'un avis qui a plus de 3 mois n'est plus réellement le reflet finalement d'une expérience. C'est-à-dire qu'en 3 mois, dans l'état d'esprit des consommateurs, il peut se passer beaucoup de choses, c'est-à-dire que l'entreprise peut se dégrader comme peut s'améliorer. Donc, il est important aussi d'avoir je dirais, une stratégie de collecte continuelle et régulière pour amener de la fraîcheur au niveau des avis et pour pouvoir vraiment alimenter régulièrement les consommateurs potentiels en nouveaux avis pour leur montrer quelque part aussi que si la note globale, par exemple, est de 8,9 sur 10, et qu'il y a des avis réguliers à toutes les, je dirais, chaque semaine, etc. Ça montre aussi que ce 8,9 sur 10 est fiable puisqu'il est étayé aussi par des avis qui sont régulièrement postés et pas sur des avis qui datent de l'année dernière, par exemple. Je dirais, une comparaison un peu extrême, mais c'est juste pour vous donner une idée aussi derrière le comportement du consommateur qui va vraiment accorder beaucoup d'importance là-dessus. On va avoir d'autres chiffres derrière, mais c'est vraiment important de garder à l'esprit que la quantité, la fraîcheur et effectivement avoir des avis tout court est vraiment important d'un point de vue comportement pour répondre à cette demande qui est « je veux consulter des avis pour décider sur un achat ». Ce nombre d'avis et de manière générale cette stratégie-là nous amène sur une notion assez importante, ce qu'on appelle la preuve sociale. Alors on va faire un petit sondage très rapidement sur le webinaire. Donc on a à gauche le Café Les Jardins et on a à droite le hibou. Imaginez-vous que vous arrivez sur une ville sur laquelle vous n'avez jamais, je dirais, été. Donc, vous visitez une première fois une ville que vous ne connaissez pas. Imaginons là, c'est Paris. Vous arrivez face à ces deux choix-là. Naturellement, vers quelle terrasse vous allez? Est-ce que vous allez sur la terrasse Les Jardins, vous installez, ou la terrasse Le Hibou? Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre sur le chat, histoire de voir un petit peu ce qui se dit sur la toile. Donc, Jonathan et Thomas font un choix très sage. Ils choisissent Le Hibou parce que effectivement, il y a un élément rassurant, c'est la masse de personnes, ce qu'on appelle la preuve sociale. Alors, la preuve sociale, concrètement, c'est quoi? C'est le fait que, merci Marie, Maxime, Guillaume, tout le monde dit Le Hibou, il n'y a personne qui s'aventure sur le Café Les Jardins. Je suis étonné, il n'y a pas d'aventurier dans la salle, c'est pas grave. Donc, pour en revenir à cette histoire-là, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que d'un point de vue psychologique, le comportement du consommateur, il est très simple. Quand on va avoir une masse de personnes qui va attester qu'un produit ou un service est de qualité, naturellement, on va se diriger vers ce produit ou ce service-là parce qu'on sera rassuré par la masse qui nous aura quelque part attesté que le produit ou service a déjà été testé et approuvé par ces personnes-là et qu'on peut y aller de manière totalement, je dirais, en totale confiance. Et la preuve sociale, c'est ça. C'est le nombre de personnes qu'on va pouvoir mettre en avant qui vont attester que mon entreprise, mon site e-commerce, mon service en ligne est fiable et va permettre de résoudre vos problèmes sans qu'il y ait de soucis, etc. Et cette notion de preuve sociale, en fait, elle existe déjà depuis de nombreuses années. On le remarque sur certaines campagnes. Déjà en 1949, des affiches publicitaires, donc là c'était une affiche pour un après-rasage aux États-Unis, affichaient déjà des avis directement sur le contenu de l'affiche.
Et donc là, c'est intéressant parce que on voit clairement que l'avis, je dirais l'avis consommateur existe depuis de nombreuses décennies et c'est pas quelque chose de nouveau lié à Internet. C'est le fait qu'on puisse utiliser les recommandations de consommateurs pour pouvoir convaincre un prospect qui est en pleine réflexion de décision. Et donc, ça nous amène aussi à une autre question parce que on a beaucoup de personnes qui nous demandent OK, très bien, là, c'est des avis positifs. Effectivement, pour que tout fonctionne, finalement, l'avis positif doit être présent au maximum pour pouvoir assurer de ne pas se tirer une balle dans le pied. Ça, on le comprend très bien. Sauf qu'il y a également une autre notion importante qui fait peur beaucoup de potentiels partenaires ou d'entreprises de se lancer dans cette stratégie de collecte d'avis, ce sont les avis négatifs. Nous, on a mené une étude justement en novembre dernier auprès d'un panel de consommateurs directement sur la plateforme trustpilot.fr. On leur a demandé un petit peu comment ils se comportaient face à l'avis négatif. Première chose qui est intéressante, on voit que 69,7%, donc on est à 7 personnes sur 10, trouvent les avis négatifs plus utiles que les avis positifs. C'est-à-dire que le contenu des avis négatifs va davantage donner d'informations sur ce qu'on peut s'attendre à avoir vis-à-vis d'une entreprise que les avis positifs qui sont de manière générale assez, je dirais, assez simplistes. Quoique, on voit parfois aussi des cas d'avis positifs qui sont très bien détaillés, etc. Mais globalement, le consommateur, ce qu'il faut se dire dans cette slide, c'est que il est à la recherche d'avis négatifs. Il ne sera pas freiné forcément par un avis négatif, mais il veut voir quelque part où est-ce qu'il y a des défauts. Parce qu'aujourd'hui, toute entreprise, même les plus grosses sociétés leaders du e-commerce dans le monde, ont des soucis de livraison de produits, ont des soucis sur certains process. Donc, personne n'est parfait. Et donc, à travers ces avis négatifs, en fait, le consommateur va pouvoir aussi se projeter et voir les potentielles erreurs qu'il pourrait y avoir, et aussi, quelque part, et ça c'est le deuxième chiffre de l'étude qu'on voit sur la gauche dans la slide, 50% des personnes ont moins confiance s'ils ne voient pas d'avis négatifs. Ça aussi c'est pareil, on est tous clairement, je dirais, d'accord sur le fait qu'un profil avec 100% d'avis positifs, avec 10 sur 10, ça cache quelque chose. Donc il y a aussi cette notion de se dire, est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, une stratégie volontaire de cacher les avis négatifs et de ne pas montrer à travers de la transparence tous les avis, etc. Donc nous, notre parti pris chez Trustpilot, c'est vraiment de pouvoir afficher tous les avis quels qu'ils soient. Et pour l'avis négatif, on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain webinaire, mais il y a des choses à mettre en place, notamment le délai de réponse qui doit être rapide et qui va vous permettre justement d'apporter une réponse publique à un avis négatif pour expliquer aux futurs acheteurs comment vous avez résolu le problème du consommateur en question et permettre à ce consommateur-là potentiel de se projeter, finalement, de se projeter s'il arrivait un problème. Donc ça, c'est important aussi de le garder à l'esprit. Les avis négatifs ne sont pas du tout je dirais, un ennemi, bien au contraire. Ça vous permet aussi de rendre, je dirais, plus humain votre entreprise et au-delà de ça, de montrer finalement que vous prenez soin de vos consommateurs en répondant systématiquement à ces avis-là et en apportant une réponse publique et une solution finalement à leurs problèmes qui va servir quelque part de cas de figure pour les futurs consommateurs, un peu comme si on utilisait finalement une FAQ, une foire aux questions, dans laquelle on va poser des questions et il va y avoir des réponses. Donc les avis clients, quelque part, jouent ce rôle-là en se disant, si j'ai un problème avec vous, comment ça se passe? Ça, c'est vraiment important de le garder à l'esprit. Justement, si je peux permettre de compléter justement par rapport à ce point-là, il y a le premier marché au niveau du e-commerce en Europe, c'est les UK, donc l'Angleterre, le Royaume-Uni. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une étude qui a été faite spécifiquement sur les avis négatifs. Et ils ont montré tout simplement que les avis négatifs font vendre. Donc en fait là, a priori, quand on lit cette phrase-là, on va se dire mais comment les avis négatifs peuvent vendre effectivement. Mais c'est intéressant de voir que les gens en fait, 70% de ces personnes-là vont consulter donc de l'avis négatif aussi, et ils veulent le voir. Pourquoi? Parce que c'est là une preuve de confiance. La structure qui va montrer que effectivement, dans certains cas de figure, on va avoir des problèmes. Et ça s'adresse à tout type de structure, hein, que ce soit Amazon ou le plus petit site qu'on peut avoir sur la toile. Ils ont effectivement un besoin de transparence et ce besoin de transparence-là va se refléter justement sur les conversions. Et bien entendu, au-delà du fait de pouvoir afficher, c'est aussi surtout modérer ces avis-là. Et on remarque justement que dans 80% des cas, les gens qui reçoivent une réponse sur un avis négatif sont enclins à réévaluer. Donc moi, j'avais l'exemple justement d'un de nos partenaires. Il livre un produit, le produit est cassé, la personne donc laisse un avis, une étoile. Cette personne-là a recontacté son client. Il a donc trouvé une solution donc à son problème et il a réévalué donc de 1 à 5 étoiles. Et ce qui est intéressant là, c'est que on travaille sur la fidélisation en sachant justement que une personne qui a acheté une seule fois, elle n'est pas encore ambassadrice ou ambassadeur par rapport à la marque. Par contre, il faut attendre au moins 3 interactions avec la marque pour rentrer dans un haut cercle de fidélisation. Donc, c'est important pour ceux qui ont déjà plusieurs interactions, on va dire, avec leurs clients, justement, de travailler encore sur cette partie-là de confiance et de réassurance. Et donc là, effectivement, sur le moyen long terme, vous verrez que ça va payer et que les conversions vont aussi augmenter grâce à ce levier-là. Merci beaucoup, Brahim, pour cette précision. Et je rebondis justement sur une question d'Arnaud qui nous posait la question, qui me demandait de rappeler le délai de réponse pour un avis négatif. Donc nous, ce qu'on recommande de manière générale, quand un avis négatif vient d'être posté,
Alors, vous avez des systèmes d'alerte qui vous permettent d'être prévenus en priorité là-dessus. L'idée, c'est d'avoir un délai de résolution, entre guillemets, de 6 heures. C'est-à-dire que l'avis est posté. Au-delà de 6 heures, il devient difficile de gérer l'avis négatif puisque d'un point de vue consommateur, le fait de répondre en moins de 6 heures montre aussi votre réactivité. Donc 6 heures, alors 6 heures, quand on est dans le cadre d'une entreprise, on parle de jour ouvré. Donc imaginons l'avis est déposé à 18 heures le soir, votre service client est fermé. Donc vous avez la matinée du lendemain pour répondre. Mais l'idée étant que en montrant cette réactivité, vous allez rassurer également les futurs consommateurs en se disant si j'ai vraiment un pépin et que je n'arrive pas à trouver de solution par téléphone ou que je n'ai pas envie forcément de passer par téléphone pour résoudre le souci, alors en postant un avis, je vais avoir une réponse rapide via les avis clients. Donc un délai de 6 heures maximum. Et idéalement, c'est ce que disait aussi Brian tout à l'heure, pour la réévaluation et pour optimiser le processus, l'idéal étant de contacter le client direct avant de répondre. Parce que quand vous allez contacter le client direct, vous allez pouvoir déjà d'une part désamorcer la situation, trouver une solution éventuelle au problème, créer aussi un rapport qui sera différent de ce qu'on a comme rapport qui est très aseptisé, d'envoi de mails, etc. Et donc, du coup, pouvoir trouver une solution au problème. Une fois que la solution est trouvée et que vous avez rétabli la relation avec le consommateur, c'est à travers la réponse que vous allez publier en ligne, relater ce qui s'est passé. Donc, nous vous avons contacté, par exemple, à telle heure, etc. Nous avons trouvé une solution. Merci pour votre confiance. Et donc, vous publiez cette réponse-là. Et le consommateur, il est aussi invité, vous pouvez l'inviter durant l'appel téléphonique à réévaluer l'avis, ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec un avis potentiellement passé de négatif à positif et également une réponse publique de l'entreprise qui montre que quelque part, votre service client est, je dirais, optimum. Donc, c'est vraiment les recommandations qu'on a autour de ça. Mais on aura l'occasion de retraiter ça par la suite sur d'autres webinaires parce que c'est vrai que l'avis négatif, c'est un sujet particulier. Ce qu'il faut garder à l'esprit, ce n'est pas l'ennemi des entreprises, bien au contraire, si vous arrivez à bien le gérer, à bien le traiter en interne, ça devient une force et ça crée, je dirais, de l'authenticité dans votre relation et surtout de la transparence vis-à-vis de vos consommateurs, vos clients. Donc, si on continue effectivement sur la partie, donc on a vu jusqu'à maintenant quelque part le comportement face à l'avis. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment on peut concrètement collecter ces avis-là. Quelles sont les stratégies en 2019 qui sont efficientes pour booster la collecte d'avis. L'objectif étant d'avoir un maximum d'avis suite à vos envois. Alors, déjà, on va se mettre d'accord sur un premier point parce qu'il y a beaucoup de confusion sur différentes notions. Donc, l'avis client, pour faire simple, c'est donc tout ce qui va être le témoignage d'un consommateur par rapport à une expérience. Cette expérience, elle peut avoir attrait à une enseigne, une marque, un produit, un séjour, un repas. Vraiment, l'avis client au sens large peut concerner tout et je dirais, tous les sujets qui concernent une entreprise et un consommateur. Si on rentre dans le détail, donc on a deux niveaux, je dirais en niveau 2 au niveau de l'avis client. Donc on a l'avis marchand qui va concerner uniquement finalement l'expérience que j'ai vis-à-vis de l'enseigne. C'est-à-dire donc le témoignage relatant l'expérience globale vécue par le consommateur auprès d'un magasin ou d'un site e-commerce, c'est-à-dire, OK, je viens de cliquer sur un produit sur Google, par exemple, j'arrive sur un site internet, je regarde le produit, je regarde les avis, etc., machin, j'ajoute le produit en panier, je décide d'acheter sur ce site-là, je valide ma commande, la commande est validée puis expédiée par le site internet, je reçois le colis. Tout ça inclut la livraison, fait partie de l'expérience marchand. C'est-à-dire que quelque part, j'ai décidé d'acheter un produit chez vous, j'ai reçu le produit dans la boîte, dans le colis. Tout ça, de bout en bout, ça fait partie de l'expérience marchand. Quand on va déballer le produit, donc quand on va ouvrir le colis et découvrir le produit à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la vie produit ou service, si on est dans une plateforme qui fournit des services, par exemple. Donc la vie produit ou service va témoigner finalement de l'expérience du produit ou du service par rapport à la promesse marketing. Je vous donne un exemple concret. Imaginons, j'achète un aspirateur Dyson. Donc, j'ai vu pas mal de publicités à la télé, etc. J'ai lu des tests sur Internet qui valorisaient finalement ce produit, ce modèle, etc. Je reçois le produit. Donc, je l'ai commandé sur un site Internet, je le reçois, etc. Au moment du déballage, je le branche. Et là, c'est vraiment l'expérience produit qui va parler. Je le branche, je lance ma première aspiration. Et là, ça va être vraiment, est-ce que la promesse marketing qui avait été faite en amont est je dirais, sur la même lignée que ma vraie expérience moi en tant que consommateur. Donc, du coup, finalement, l'avis produit ou service va être la traduction de cette différence-là. Si l'expérience, je dirais, produit est similaire à la promesse marketing, vous aurez des avis positifs. Si effectivement le produit déçoit pour X ou Y raison, vous aurez des avis négatifs à ce niveau-là. Et d'ailleurs, comment justement aujourd'hui on collecte ces avis-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, au sein de Trustpilot, quand on collecte des avis, on va faire la procédure en 2 étapes. Donc, vous allez envoyer typiquement un email d'invitation, donc classique, avec donc suite à votre commande ou votre avis nous intéresse, etc. Donc,
ce genre d'email qu'on envoie après l'achat. Donc, typiquement, c'est souvent après l'expédition de la commande pour être certain que le client a bien reçu son achat. Donc, on va envoyer un email qui va à la fois demander en première étape ce qu'on voit ici sur la partie gauche. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma souris ici. Sur la partie gauche, on va demander l'expérience globale, donc l'avis marchand quelque part. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre expérience d'achat chez nous? Et après, quand on va valider cette étape-là, on va arriver sur l'avis produit sur la droite. Donc, un produit qui va être mis en avant avec un visuel sur lequel on va noter le produit spécifiquement. On va poster. Et donc, ces deux avis-là vont aller à deux endroits. Il y en a, et donc, l'avis produit va remonter directement sur votre site internet, sur vos fiches produits, donc sur la fiche produit qui concerne donc, ce produit-là. Et l'avis marchand va remonter à la fois sur la plateforme Trustpilot, mais également sur votre site si vous décidez d'afficher des avis sur certains points clés. Brahim vous montrera justement tout à l'heure les différents points clés d'un point de vue UX. Donc, on a plusieurs exemples en fait je dirais, de messaging, d'email de collecte. On en a un qui est intéressant ici. Parce que, alors le défi aujourd'hui quelque part, c'est que on en reçoit de plus en plus. On va acheter, on va commander par exemple un restaurant, une livraison d'un repas, on va nous demander notre avis. On va acheter sur un site internet, on va nous demander notre avis. On va avoir une interaction avec un service, un SAV, on va nous demander notre avis. Donc systématiquement, l'avis est sollicité de plus en plus auprès du consommateur. Donc vous, en tant qu'entreprise, en tant que marque, vous avez, je dirais comme challenge de vraiment vous distinguer d'un point de vue messaging pour avoir une approche un peu différente des autres, peut-être une approche un peu moins aseptisée, un peu moins automatisée que ce qu'on peut constater sur certains acteurs. Donc là, on a l'exemple de Mr. Fly, donc, qui est un acteur dans le domaine du tourisme, spécialisé dans tout ce qui est réservation de vol en ligne. Donc, on a un email assez intéressant puisque le mail est vraiment sur une approche humoristique qu'on a trouvé originale et qui permet justement de créer un rapport, un relationnel avec le consommateur qui va être différent de ce qu'il a l'habitude d'avoir. Donc, je lis rapidement. Bonjour Smail, vous avez réservé votre voyage auprès de Mr. Fly. Merci beaucoup. On espère vraiment avoir été à la hauteur. Bon, on ne veut pas jouer les mendiants, mais ce serait vraiment hyper sympa de votre part de nous laisser un petit avis. Coup de foudre ou coup de griffe, on prend, blablabla, etc. Donc, si vous regardez un petit peu le wording qui a été utilisé, donc le texte qui a été rédigé, on voit vraiment qu'il y a une volonté de la marque de créer un rapport à la fois humoristique et en même temps tirer son épingle du jeu pour espérer quelque part d'avoir déclenché la demande d'avis et surtout la collecte d'avis par rapport à d'autres. Puisque gardez à l'esprit que le consommateur, finalement, il est sollicité par plusieurs autres entreprises. Donc, vous êtes un peu en concurrence sur la demande d'avis. Imaginons que le consommateur n'a pas forcément le temps nécessaire pour déposer un avis pour chaque achat. Donc, il faut se distinguer dès le mail de collecte. Et ça, c'est un exemple qui fonctionne assez bien. C'est de personnaliser vraiment le texte qu'on va mettre en avant dans le mail pour pouvoir se démarquer des autres. Donc là, il y a l'approche humoristique. On a une autre approche qui est intéressante aussi. Donc là, c'est Igral, qui est une plateforme de cashback, qui donc collecte des avis auprès de ses utilisateurs. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Igral va utiliser ce qu'on appelle ses emails de notification. Alors les mails de notification, c'est un mail de confirmation de commande, un mail de votre facture est disponible, un mail de, je sais pas moi, vous avez votre garantie qui est en ligne, vous pouvez la télécharger. Bref, tous les mails qui finalement sont des mails envoyés automatiquement par les sites marchands ou par les entreprises auprès des consommateurs et auxquels on s'attend de recevoir. Quelque part, un mail de notification, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de taux d'ouverture, c'est très élevé. Pourquoi? Parce que on s'attend tous on attend tous finalement avec une certaine impatience la facture qui va nous être envoyée par, je sais pas moi, mon fournisseur d'accès à Internet, etc. Donc, on va ouvrir le mail pour vérifier la facture. Donc, on a vraiment un besoin d'ouvrir ce mail pour vérifier ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été confirmé, validé, etc. Donc, les mails de notification qu'utilise Igral ici, donc Igral qui propose donc de gagner de l'argent sur Internet en faisant ses achats via leur plateforme, enfin en passant par leur plateforme. Ils ont des partenariats avec pas mal de sites marchands. Donc là, ils me notifient par un message que mon cashback, donc ma petite prime suite à mon achat par leur plateforme, a bien été validé. Et en dessous, ce qu'on voit ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils intègrent directement la collecte d'avis dans des mails de notification. Ici, quelque part, l'intelligence de cette solution, c'est quoi? C'est d'utiliser des mails existants pour ajouter un call to action, donc un appel à l'avis directement dans des mails existants. Plutôt que de créer des mails additionnels et de surcharger finalement votre base de données utilisateur, vous allez pouvoir vous intégrer sur des mails existants, un peu comme si on ajoutait une bannière publicitaire pour un produit additionnel, etc. Et donc vraiment pouvoir vous permettre de collecter de l'avis en utilisant finalement votre workflow habituel d'email. Là, c'est vraiment intéressant de pouvoir utiliser ce genre d'approche parce que quelque part, vous avez déjà vos mails de notification et vous avez juste à définir quels sont les emails qui sont les plus pertinents pour y intégrer des appels à l'action de ce type-là, des call to action pour inviter les gens à déposer leur avis. On a une troisième approche qui, pour le coup, casse un petit peu, je dirais, d'un point de vue UX
et je dirais et même de lookalike par rapport aux différents emails précédents. Là, c'est vraiment l'email personnalisé. Donc là, on a une approche un peu plus, je dirais, le responsable du service client qui écrit un mail manuellement. Alors après, bien sûr, tout ça est automatisable, mais l'idée, c'est quoi? C'est de faire un mail texte et sortir finalement des habitudes, des emails avec des images, avec du contenu qui va parfois effectivement rebuter vos clients parce qu'ils ont l'habitude de voir des visuels et ils sentent que c'est aseptisé. Donc là, on a vraiment un email. Imaginons donc Sylvie qui a commandé sur maboutique.fr. Donc elle reçoit un mail qui dit effectivement bonjour Sylvie, je suis le responsable du service client, je me permets de vous contacter suite à votre achat le 10 janvier dernier, pardon. Donc vraiment personnalisé avec le nom de la boutique, le prénom de la cliente, la date de son achat. J'attache beaucoup d'importance à la satisfaction de notre client, etc. Donc là, vous allez pouvoir, je dirais, mettre un laïus, donc un texte qui va vraiment expliquer le pourquoi du comment de cette sollicitation, vraiment comme une approche one-to-one. C'est-à-dire, on est vraiment sur du sur-mesure, le responsable du service client qui contacte la cliente pour lui demander un avis, avec donc effectivement un lien tout en bas. Pouvez-vous nous donner votre avis en cliquant ici? Et donc, pareil, ça, c'est vraiment l'approche personnalisée, je dirais, au format texte. Et mine de rien, même si effectivement ça peut vous paraître très austère et très classique, ce genre d'email a un très bon taux de retour en termes de collecte. Nous, on l'a constaté, on a fait pas mal de tests et on s'est rendu compte que ce genre d'approche, quand on voit qu'on a des taux de retour qui sont faibles, peut permettre d'améliorer le rendement du nombre d'avis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi à tester en termes de collecte. Et puis, vous avez aussi, ce qui fonctionne pas mal, je dirais, d'un point de vue collecte en 2019, c'est aussi le SMS. Alors, le prérequis, bien évidemment, c'est d'avoir le numéro de mobile et d'avoir la possibilité d'envoyer justement un SMS ou une notification push à ses clients. Mais l'idée, c'est que ce canal-là fonctionne très bien pour plusieurs raisons. Pardon. La première étant qu'un SMS a un taux d'ouverture plus élevé. Brahim va vous en reparler brièvement juste après, mais ça fonctionne très bien en termes d'engagement et du coup en termes de collecte. Donc, on peut tout à fait imaginer que pour la demande d'avis, vous allez pouvoir collecter directement via mobile et pas via email. Ou bien d'autres scénarios qui peuvent être un peu plus poussés. L'idée, c'est par exemple, imaginons que vous envoyez un premier email qui n'a pas déclenché de demande d'avis. Vous pouvez tout à fait faire un rappel pour redemander à nouveau cet avis-là par SMS 7 jours après. Donc, toujours pareil, en essayant de tester d'autres canaux pour éviter la saturation de l'email marketing parce que, bien évidemment, quand on regarde tous nos boîtes mail aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de sollicitations, de newsletters, etc. Donc, il faut essayer de trouver aussi des moyens d'utiliser des canaux qui fonctionnent bien. Et d'ailleurs, Brahim, en termes de taux de retour en général, tu as quelques chiffres à nous partager sur la collecte? Oui, effectivement. Ouais. Après, ça va varier effectivement en fonction donc du domaine d'activité, comme tu disais tout à l'heure aussi. C'est bon là une fourchette assez large, on dit de 7 à 15%, mais bien entendu, dans certains domaines d'activité, par exemple comme le sport, etc., où on a des passionnés, on a vu des taux de conversion de 25, 30%, etc. Bien entendu, ça varie en fonction du domaine d'activité, mais ça va varier effectivement aussi par rapport à toute l'intégration et la création, on va dire, du contenu que tu viens d'évoquer à l'instant. Donc c'est pour ça que c'est toujours important aussi. Des fois, on va lancer effectivement une collecte. On voit qu'on a un taux de 6, 7, 8, etc. Mais on sait qu'effectivement, on peut dans certains cas, en optimisant et en utilisant les différentes approches que tu viens de nous nommer, optimiser cette conversion-là. Donc, c'est important justement de bien analyser, regarder effectivement le nombre de clics qu'on a là-dessus et ainsi de suite pour pouvoir travailler sur le taux de conversion qu'on va avoir et le taux de retour. Précision justement là-dessus, Brahim, juste pour que ce soit clair pour tout le monde éventuellement. Donc là, on parle bien d'un exemple concret. Quand on envoie un email à 100 clients, le nombre d'avis qui vient. Donc, par exemple, entre 7 et 15 avis qui seront déposés quand on envoie un mail à nos 100 derniers clients qui viennent d'acheter sur notre site. Comme ça, ce sera bien clair pour tout le monde en termes de statistiques. Exactement. Et après, il faut voir à quel moment aussi il est envoyé. Parce que tout à l'heure, on disait qu'il y avait une stratégie donc B2B, B2C, lead, etc. Une personne, par exemple, qui va aller sur un site, on a souvent maintenant des sites qui te permettent de trouver, par exemple, un plombier, un artisan, etc. Donc là, on est directement sur le site. On a effectivement trouvé donc l'artisan en question parce que ça, c'est on va dire d'une certaine manière, affiliation ou génération de leads. Et là, si effectivement il demande directement l'avis à la personne, potentiellement le taux de conversion va être assez bon parce qu'on est directement dans le momentum. La personne a eu son service, ou l'adresse en question ou le contact en question, et elle peut poster son avis. Après, bien entendu, c'est de la même manière quand on va livrer un produit ou on offre un autre service. Si on va le faire justement à un moment bien défini où le produit a bien été livré, etc., c'est sûr que là aussi, on va peut-être avoir plus de chance. Et bien entendu aussi, le panier moyen est aussi important. Donc, on remarque effectivement quand on va acheter un produit qui est assez onéreux, on va avoir beaucoup plus de retours que sur
par exemple l'achat d'une coque de téléphone, etc. Donc là, il va falloir envoyer un peu plus de demandes pour pouvoir avoir un retour. Donc effectivement, il y a différents critères qui vont rentrer en jeu et c'est justement important de les prendre en compte juste pour optimiser les conversions d'une manière générale, quoi. Bien sûr, il y a effectivement, donc on va vous donner 2-3 astuces aussi par rapport à ça. Donc là, on a sélectionné 3 astuces justement, 3 techniques pour pouvoir essayer d'optimiser le nombre d'avis. Donc une première qui est assez courante, c'est simplement incentiver le dépôt d'avis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement offrir quelque chose donc à la personne, au client en question pour le dépôt d'avis. Bien entendu, il est très important donc de spécifier que c'est juste uniquement sur le dépôt d'avis et pas le dépôt d'un avis positif. Ça, c'est effectivement pas permis donc au niveau de la collecte d'avis. C'est justement les incentiver ou leur donner une réduction sur un prochain achat ou un prochain service si effectivement ils prennent le temps de poster l'avis. Donc ça, c'est une première option. La deuxième, faire des tests AB. Donc là, on va reprendre un peu tout ce qu'a dit Smaïl sur les différentes techniques qu'il nous a annoncées. Donc avec l'approche un peu plus humoristique, d'autres les notifications, l'approche ultra personnalisée. Donc tout ça, c'est vraiment analyser et essayer de trouver justement qu'est-ce qu'on va mettre sur le corps du message, peut-être travailler un peu sur les couleurs, en fonction des domaines d'activité, le vert peut-être va pas plus passer que le rouge et ainsi de suite. Donc tous les call to action qu'on va mettre en avant sont importants. Et en plus de ça, un point donc qu'on avait pas trop développé sur la partie de l'approche humoristique, si on regarde plus spécifiquement, on avait vu que que Mr. Flat disait cela ne vous prend uniquement que 15 secondes. Donc là, c'est important aussi de rappeler un peu le temps qu'on doit prendre pour poster l'avis. D'accord? Donc là, c'est un levier aussi supplémentaire. On l'a fait avec d'autres partenaires. On va mettre 15-30 secondes. L'idée, c'est de leur montrer que très rapidement, vous pouvez poster votre avis. Parce que souvent, des fois, on va recevoir une notification où on a une vingtaine de questions. Alors que là, on essaye de simplifier les choses. C'est sélectionner un nombre d'étoiles, un petit titre et un contenu. La réponse peut se faire rapidement. Vous allez recevoir donc des avis qui vont vous permettre après d'optimiser tout ça à différents niveaux SEO, SIA sur votre site. Donc c'est important justement de ne pas oublier ces petits détails qui sont très importants aussi pour vos clients et pour la conversion, on va dire, d'avis. Troisième point, ça c'est testé sur d'autres canaux. Donc notamment, tout à l'heure, Smaïl parlait donc du SMS. On a un taux d'ouverture quand même qui est très important, 84%, donc contre 15-30 sur l'emailing. Donc là, c'est vraiment intéressant. Bien entendu, ça va pas s'appliquer à toutes les structures parce que il y en a pas mal qui utilisent pas donc le SMS en tant que canal. Mais pour ceux qui utilisent effectivement ce canal-là, il est intéressant justement de l'utiliser pour essayer de booster. Et aussi, ce qui est pas mal, c'est de relancer. Par exemple, si vous avez fait une demande par email, vous relancez ou inversement, vous avez fait une demande par SMS et vous relancez derrière avec un email. Par exemple, si on est sur du offline aussi, donc on a des magasins, la personne a acheté sa paire de chaussures, elle a passé sa carte donc client, on sait qu'elle a validé donc un achat, hop, elle reçoit un SMS, donc merci, laissez votre avis par rapport au service que vous avez dans le magasin. Et après, ultérieurement, peut-être avoir une demande d'avis qui est spécifique sur le produit. Parce que là, effectivement, peut-être un mois après ou 3 semaines après, elle aura pu utiliser son produit. Donc, il y a différentes techniques qui vous permettra justement d'optimiser vos taux de conversion et aussi, après, bien entendu, de travailler en fonction donc du produit, du service, etc. Donc là, c'est différents critères. Une question, pardon Brahim de t'interrompre. En fait, on a une question intéressante de Sophie qui nous disait, donc je vais y répondre parce que c'était un des points que j'avais fait avant. Donc, que des solutions intrusives. Donc, Sophie, vous trouvez qu'effectivement les différentes solutions proposées sont très intrusives. Et est-ce que par le biais d'un QR code, est-ce que ce serait plus judicieux et de laisser libre choix de répondre ou pas? Alors, je suis complètement d'accord avec vous, Sophie, sur un point, c'est que il faut vraiment gérer la collecte d'avis avec parcimonie. Il ne faut surtout pas surcharger, je dirais, de communication sa base client pour espérer avoir de l'avis coûte que coûte. C'est au contraire, je pense, un effet négatif. Ça peut plutôt agacer le client et du coup générer des avis négatifs. Donc, nous, ce qu'on conseille, parmi la liste des 3 qu'on a vu précédemment, enfin des 4 canaux, les mails de notification, pour moi, c'est ce qu'il y a de moins intrusif puisque vous êtes déjà, je dirais, dans un processus qui existe. C'est-à-dire qu'un mail qui m'indique que ma facture est disponible en ligne et qui inclut à l'intérieur une demande d'avis, ça fonctionne très bien et il n'y a aucun souci d'intrusion puisque c'est plus un contenu additionnel qui s'ajoute. Et effectivement, votre idée de QR code, on a pas mal de partenaires qui disposent de réseaux de magasins physiques ou de points de vente ou d'agences et qui vont directement en fait proposer donc sur le point de vente une documentation à l'intérieur de laquelle il y a un QR code qui est intégré pour pouvoir déposer un avis suite à un passage en magasin ou suite à un rendez-vous dans une agence, etc. Donc ça fonctionne aussi très bien. L'idée étant, ça va dépendre vraiment de votre activité, de votre clientèle.
En B2B, on va pas s'amuser à envoyer 27 mails de relance de demande d'avis à un client qui peut parfois commander 15 ou 20 fois par mois sur notre site. Donc, on va gérer avec parcimonie ce genre de demande. L'idée étant vraiment d'adapter. Nous, on vous donne un petit peu des règles, je dirais, globales. À vous d'adapter vraiment par rapport à votre business model et par rapport au fait qu'il faut absolument éviter la surcharge marketing d'un point de vue message, etc. Alors, dernière petite question, et après on passera ensuite sur la partie suivante. Donc, il y a Yves qui pose une question et qui dit des idées pour le type d'incentive. Alors, Yves, ce qui fonctionne plutôt bien, c'est le bon d'achat. Alors, le bon d'achat, imaginons, donc vous êtes sur un site internet e-commerce, donc j'ai acheté chez vous, et vous me proposez un bon d'achat de 5 euros pour un dépôt d'avis, qu'il soit positif ou négatif, comme l'a précisé tout à l'heure Brahim. Et là, ça fonctionne très bien. Alors, bien évidemment, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire un bon d'achat conditionné avec un minimum de commandes pour aussi rester sur de la rentabilité. Mais quelque part, ce genre d'incentive fonctionne plutôt bien et vous permet quand même de capter l'attention du consommateur qui va se dire, en plus de donner mon avis, j'ai un gain potentiel, donc je vais pouvoir prendre le temps nécessaire de accorder justement mon avis à votre site plutôt qu'un autre. Donc un bon d'achat, une réduction, ce genre de choses fonctionne bien. Vous pouvez même imaginer, si vous avez des petits produits, tout dépend effectivement de votre activité, mais si vous avez des petits produits type, je sais pas moi, des petits cadeaux qui sont très peu coûteux, type goodies, etc., vous pouvez envoyer des goodies également à vos clients après un dépôt d'avis. Donc, ils vont recevoir un deuxième petit paquet avec, je sais pas moi, quelques petits goodies de votre entreprise. Donc là-dessus, ça va aussi dépendre de votre budget, de votre clientèle, de votre panier d'achat et de votre rentabilité. On ne peut pas se permettre malheureusement d'incentiver le dépôt d'avis avec un iPhone pour tout le monde. Ce serait malheureusement trop compliqué en termes de budget. Et voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est complètement possible de faire. Et la dernière question avant de passer à la partie suivante, il y avait également Leïla qui nous pose une question. Donc, bonjour, les avis collectés sont consultables sur Trustpilot, mais où pouvons-nous les trouver sur les différents sites web de l'entreprise? Alors, Leïla, là-dessus, on va le traiter sur la partie suivante. C'est parfait comme transition. Brahim, je vais te laisser la main et tu vas pouvoir montrer justement les différents exemples d'intégration des avis sur l'UX et le parcours client. Parfait, très bien. Effectivement, donc, là, c'est exactement là où on va parler justement donc de l'affichage et comment trouver justement les informations qu'on retrouve sur Trustpilot, mais également au niveau SEO, SIA. Donc ça, c'est la partie que verra Smail. Donc là, on a vu la partie de collecte, d'accord. Donc bien entendu, il faut avoir un contenu donc pour pouvoir après l'utiliser. Donc là, on a vu différentes techniques pour pouvoir attirer de l'avis. Donc, et notamment aussi avec le QR code, etc. Donc, comme ça a été soulevé par Sophie, c'est un très bon exemple également. Donc, en fait, il y a une multitude de moyens de collecte. Maintenant, nous, on a fait un focus ici sur des choses un peu plus traditionnelles, dans le sens où on sait que ça, c'est les technologies que 90% donc des sites peuvent utiliser. Après, bien entendu, il y en a d'autres qui vont pouvoir le faire avec d'autres techniques et c'est très bien aussi. Donc, ceux qui le peuvent, faites-le aussi, effectivement. Mais là, d'une manière générale, c'était vraiment pour vous aider à comprendre comment on peut le faire d'une manière assez simple. Donc là, maintenant, on va voir l'anatomie donc et l'intégration donc des avis sur le site. Donc, dans un premier temps, déjà sur un site e-commerce, on va avoir différents types de pages. On va voir la home page, les pages catégories, les fiches produits. Il y en a d'autres, c'est plus, ils veulent aussi essayer d'agrémenter un peu les articles de blog et ainsi de suite parce que ça génère du lead et donc des ventes après sur leur site, leur shop, leur site e-commerce. Donc là, en fonction donc du type de page, on va faire des intégrations différentes. Et en fait, il y a trois, je dirais, points importants au niveau de l'intégration pour travailler sur la conversion. Il y en a une déjà, c'est la partie du header. Ensuite, on va voir le footer et le panier. Donc, pour la première partie, on va parler donc déjà du header. En première partie, donc là, on a un exemple ici avec touche de clavier. Donc, eux, ils font des articles donc pour les PC, clavier, écran, etc. Et ainsi de suite. Donc là, on parle ici du pré-header. Parce qu'il y a deux distinctions. Le pré-header, c'est vraiment la petite ligne tout en haut. La deuxième, c'est juste en dessous, on va voir livraison offerte, etc. où il y a une sorte de barre de réassurance. Et après, bien entendu, on retrouve aussi sur cette même page, on voit le carrousel. Donc là, ce qui est intéressant sur ce site-là, c'est que déjà au niveau du pré-header, pourquoi le pré-header et pourquoi le header d'une manière générale? Parce que tout simplement, il y a des tests de eye tracking qui ont été faits. Donc tout simplement, ça veut dire qu'on met des casques à des gens et on leur fait visualiser différents sites. Donc quand ils visualisent ces sites, on remarque qu'il y a une zone chaude au niveau du logo. Donc une personne qui arrive sur un site, instinctivement, elle va regarder un peu au niveau du logo, au niveau du haut du site. Donc on s'est dit, tiens, c'est important de montrer justement que ce site-là est un site de confiance et qu'il y a énormément donc de personnes qui ont acheté chez eux et qui sont satisfaits du service. Donc déjà, on a une approche par rapport aux visiteurs lambda qui est très positive. Première étape. Deuxième étape, bien entendu, dans ce cas de figure-là, ce qui est intéressant, c'est que on a au-dessus de la ligne de flottaison. Donc ça veut dire que quand on ouvre le site, donc la petite truc en carrousel là, avec excellent, le site
touche de clavier, c'est quoi, etc. Donc ça, en fait, ça veut dire que quand vous ouvrez votre site, cette ligne en bas, on appelle ça la ligne de flottaison, on arrive à voir aussi le carrousel. Donc là, c'est top parce qu'on a déjà du contenu. Bien entendu, on peut cliquer aussi au niveau du header en haut avec excellent et avoir les avis. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'on a de visu en haut et en bas du contenu. Ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez qu'il travaille sur le contenu en voie rapide, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Deuxième exemple, on a le header en soi. Donc là, on a l'exemple le couteau du chef, donc spécialisé donc dans tout ce qui est donc le couteau de cuisine sur le web. Eux, ce qu'ils ont fait, ce qui est aussi intéressant, c'est comme vous pouvez le voir, ils ont repris bien entendu la note. Donc là, ils affichent directement la note, à la différence donc de l'autre site qui est affiché justement excellent. Donc là, on peut faire effectivement utiliser deux. Soit on veut utiliser une terminologie, donc on va utiliser excellent. Soit on veut être un peu plus précis et montrer aussi le volume d'avis. Dans ce cas de figure-là, on va utiliser justement les 5740 avis. Et à droite, ce qui est intéressant, vous voyez qu'il y a marqué aussi meilleur donc site de confiance, Capital 2018. Donc là, on est vraiment sur aussi une barre de réassurance. Et ce qui est aussi très pertinent, c'est qu'à droite, ils ont aussi affiché le numéro de téléphone. Et ça, c'est aussi important dans le cadre de la génération de confiance, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens vont rechercher des informations sur la structure, un numéro de contact et une adresse, et savoir aussi des fois si vous avez pignon sur rue. C'est pour ça que on verra plus tard, mais dans la slide suivante, le footer devient aussi un point clé au niveau de la conversion. Donc là, on a parlé du header, maintenant on voit le footer. Donc là, on a un exemple avec ProBuyShop. Ce qui est pas mal ici, pourquoi utiliser le footer? Très simplement, c'est là souvent, je dirais dans 90% des cas, on va retrouver qui sommes-nous, des informations sur la livraison, des informations sur la mention légale, etc. Donc, on veut encore justement réassurer le visiteur parce que c'est un point clé au niveau de la conversion. Donc, la personne va regarder aussi en bas, cliquer, regarder effectivement s'il y a aussi peut-être du SAV ou les conditions de retour. Peut-être qu'il y a un article qui est un peu plus onéreux, donc on hésite, on ne sait pas si techniquement c'est la bonne pièce pour mon vélo. Donc, je regarde, je vois qu'il y a un SAV, je vois qu'il y a une politique de retour à partir de 2 euros, 3 euros, 10 euros, etc. Donc, ça, c'est des informations qui sont intéressantes et elles sont couplées également avec une note, ici en l'occurrence, et la notion excellente. Donc, on est vraiment dans une stratégie aussi de réassurance, mais aussi tout simplement montrer donc aux visiteurs lambda qu'il y a différents services qui sont offerts par le service client et on les backup d'une certaine manière avec l'avis client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que c'est pas uniquement la marque qui va dire on fait du bon travail, mais voici ce que disent nos ambassadeurs. Et le volume le montre aussi dans ce cas de figure-là. Bien entendu, on sait que dans certains domaines d'activité, ou quand on commence, etc., on va pas avoir un volume énorme d'avis. Donc, ce qui est peut-être intéressant, c'est de travailler plus sur la terminologie et les mots-clés comme excellent, bon service, etc., et la note, et non pas peut-être le volume encore d'avis. D'accord? Donc là, il y a des petites techniques qu'on peut utiliser justement pour montrer quand même il y a du très bon service. Il y en a d'autres qui vont un peu plus loin, ils vont travailler plus sur l'UX et travailler aussi sur la zone de merchandising. Donc là, ils veulent intégrer directement dans le tunnel, donc quand on scrolle simplement du haut vers le bas. Donc là, on a un exemple très concret avec Usine 23. Vous voyez au-dessus, on parle donc tendance, donc collection Fila, zoom sur North Face et après c'est nouveau collection Timberland. Donc là, vraiment, on est dans la zone de merchandising. Et bien entendu, on voit en dessous le top des marques et le top des recherches. Donc entre tout ça, on a justement l'affichage des avis avec du contenu bien spécifique. Donc là, ce qui est intéressant ici, c'est que justement dans la navigation, on va rappeler que les gens sont satisfaits. On va montrer aussi que voilà, il y a la rapidité sur la commande. On voit qu'il y a là aussi la qualité sur le produit et ainsi de suite. Donc là, il y a on va dire une utilisation du contenu assez éclectique et qui est intéressante parce qu'on veut justement recevoir notre produit rapidement. On veut aussi savoir qu'il y a de la qualité sur le produit. Donc, il ne faut pas uniquement afficher la note, mais il faut travailler aussi sur le contenu. Et pourquoi travailler sur le contenu? Il y a des domaines d'activité qui ont un besoin énorme géré dans le contenu, notamment dans le travel. Eux, ce qu'ils font généralement, ils vont reprendre du contenu assez poussé pour pouvoir confirmer que l'expérience est excellente. Donc là, on a un exemple avec Aventure Nouvelle-France. Si vous regardez, vous voyez à droite, ils utilisent un avis. Cette aventure vous dépayse totalement en vous immergeant dans la nature québécoise. Donc là, on veut vraiment montrer justement que votre investissement, parce que souvent dans le domaine du travail, ça va être des paniers qui sont quand même beaucoup plus élevés. On va prendre plus le temps avant de valider. Donc on va avoir TripAdvisor qui va vous permettre déjà d'avoir quelques informations. Et après, vous sur le site directement, utilisez du contenu vraiment spécifique pour pouvoir mettre en avant la qualité de vos services. Et justement ici, c'est ce qu'ils ont fait avec l'exemple de l'avis qui était déposé par Stéphane. Donc là, on met bien ils mettent le nom, le prénom, ils mettent la date et ils rappellent justement l'expérience totale. Donc ça, c'est très bien aussi justement
dans ce domaine d'activité plus spécifique. Maintenant, on peut aller un peu plus loin et ça va toucher tout type de structure, hein, que ce soit dans la collecte de leads, que ce soit dans le B2B, que ce soit dans le B2C. Là, c'est vraiment intégrer les avis au niveau de la validation de la commande. Donc là, on a un exemple aussi assez éloquent avec, je crois que c'est Cadeau Maestro, je me rappelle bien. Et en fait, si vous regardez, on voit le panier. Donc là, il y a marqué au-dessus frais de retour inclus, etc. Donc bien, c'est bien, ils mettent bien entendu que les frais de retour donc sont bien inclus dedans. Ensuite, ici, si vous avez une question, appelez-nous au. Donc là, il y a encore un numéro de téléphone parce que ça, c'est aussi important. C'est peut-être des choses qui vous semblent un peu anodines, mais pour le visiteur lambda, c'est important de savoir que avant de faire ma commande, j'ai un numéro, je sais que je peux contacter le service client et aussi je sais quand est-ce que je vais être livré et si en cas de problème, je vais avoir un retour. Parce qu'on sait que il y a énormément d'abandon de panier liés à la livraison, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on a peur peut-être de ne pas recevoir notre produit, mais aussi à la confiance. Il y a un tiers des personnes qui arrivent sur le panier qui vont ressortir. Donc disons que moi j'ai 100 personnes qui sont arrivées sur mon panier, 30 vont ressortir potentiellement parce qu'ils n'ont pas confiance encore à la marque. Et il faut savoir que s'ils ont fait un achat, ça ne veut pas dire qu'ils ont encore confiance à la marque. Ça veut dire que peut-être potentiellement il y a aussi eu un petit problème et justement on a donné un avis mitigé ou peut-être ils n'ont même pas posé d'avis. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut travailler sur cette confiance-là, sur les nouveaux donc, on va dire clients, mais aussi ceux qui sont existants, tant qu'ils n'ont pas atteint 3 interactions avec la marque. Et là, spécifiquement, si vous regardez un peu le contenu, je pense que tout le monde peut le lire, mais on voit qu'il y a marqué commande rapide, délai de livraison rapide, envoi rapide, très bien emballé, cadeau reçu dans les délais. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'ils travaillent énormément sur l'aspect donc de satisfaction, mais aussi la rapidité et la livraison. Donc là, c'est top à ce niveau-là parce que ça nous permet différentes choses. Une, d'éviter les abandons de panier. On a même une augmentation du panier moyen parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, on arrive sur l'étape suivante. Donc après, on a la validation. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on a d'autres sites qui vont aussi vous proposer d'autres produits. Donc, disons que j'ai acheté un article bien spécifique, il y a d'autres accessoires. Donc là, on va justement travailler sur l'upsell et on va leur dire, voici les autres articles qui ont été aussi achetés par les personnes qui ont acheté le même produit que vous. Donc là, à ce moment-là, on va générer énormément de confiance et on va potentiellement aussi augmenter le panier moyen. Donc, on a certains de nos partenaires qui ont augmenté pratiquement de 10% le panier moyen. D'autres qui ont baissé, bien entendu, les abandons de panier. Donc là, ce qui est super important, c'est que dans cette stratégie-là, c'est que vous avez investi dans du SEO, dans du SIA, dans du Facebook Ads, etc. Donc, grosso modo, vous avez fait un travail en amont qui est très bon, qui vous ramène du trafic, mais vous peinez effectivement au niveau de la conversion. Et ben ça, c'est un levier qui est très important et primordial justement au niveau de la conversion. Donc là, bien entendu, certains pourront me dire oui, mais là, c'est du produit, c'est du pur e-commerce, mais ça fonctionne de la même manière si vous êtes aussi dans les stratégies donc de lead ou dans du B2B. Spécifiquement pour le lead, par exemple, il faut savoir que là, effectivement, on va utiliser du contenu pour montrer, pour parler d'un service, etc. Donc, de la même manière que la personne doit remplir une fiche de renseignement ou une demande de devis, et ben là, effectivement, on va afficher les avis des personnes qui ont déjà utilisé votre service en amont. D'accord? Donc, de la même manière. Donc, ça, c'est vraiment une technique qu'il faut utiliser au maximum pour travailler sur la conversion. Après, bien sûr, il y en a d'autres qui ils vont utiliser ce contenu-là aussi dans les pages catégories. Donc là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on sait que c'est une page qui est assez consultée, où on doit faire différents types de recherches, notamment donc Touche de clavier a fait cette intégration-là, et on a vu justement une augmentation de plus de 137% donc du taux de conversion grâce à l'affichage des avis, parce que c'était une page qui était spécifique justement et très importante au niveau de la conversion et de la recherche des différents produits. Donc en fait, tout à l'heure, je vous l'expliquais, il y avait différents types de pages et différents types d'intégration en fonction du UX. Et notamment pour ce site-là, l'intégration au niveau donc des pages de catégorie était très importante parce que c'est une page qui est levier, je dirais, sur la recherche de différents produits. Notamment, eux, ils ont une gamme de produits assez large. Donc, c'est important justement d'afficher tout ça en fonction donc de la conversion. Donc là, en fait, si je résume, le header. Donc, le header, pourquoi ? Parce qu'on voit effectivement qu'il y a 70% des gens qui vont regarder au niveau du logo. 2, on va voir le footer. Donc là, footer très important parce que on a justement donc les informations sur l'entreprise, on a un numéro peut-être de téléphone, on a les conditions aussi de retour et ainsi de suite. Donc là, j'appelle ça moi la barre de réassurance. Ensuite, on a vu un peu la partie de merchandising. Donc là, c'est intéressant aussi dans le tunnel de conversion et dans la navigation d'afficher toujours de l'avis. Et notamment, ensuite, plus spécifiquement, c'est la partie de conversion. Soit c'est
donc une page où on va renseigner les informations pour vous demander un devis, soit c'est tout simplement la page où on va valider nos commandes. Donc là, c'est excellent donc de l'afficher. Et après, d'utiliser un système qu'on appelle le tagging. Donc ça veut dire que vous allez analyser le verbatim, donc l'avis que vous avez reçu, et vous allez mettre en avant du contenu spécifique. Donc notamment comme l'a fait donc Cadeau Maestro, des délais donc de livraison donc rapide, un envoi rapide, les produits sont bien emballés, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est C'était justement la question d'Alexia. Brahim, pardon de t'interrompre. Alexia nous demandait justement ce qu'on pouvait choisir les avis qu'on mettait en avant. Alors donc, Brahim vient d'y répondre. Vous pouvez effectivement choisir librement tous les avis que vous allez mettre en avant. Donc là, par exemple, Brahim le montrait sur ce cas-là. On a des avis qui ont été choisis volontairement par la marque pour débloquer finalement des points de blocage potentiels sur le panier. Donc, super satisfait, commande rapide, délai de livraison rapide et respecté, envoi rapide et très bien emballé, cadeau reçu dans les délais. Imaginez-vous dans une période de Noël, donc Cadeau Maestro est un spécialiste du cadeau, dans une période de Noël ou de fin d'année avec des fêtes, etc., où le délai de livraison est important. Donc, ces avis-là qui remontent vont rassurer justement le consommateur sur la partie délai de livraison. Donc, vous pouvez tout à fait personnaliser l'affichage en fonction du type de page sur lequel on se situe et donc l'intention du consommateur qu'il y a derrière. Très bien, merci. Il y avait aussi une autre question là, justement par rapport au pré-header là. Et effectivement, est-ce que c'était une bonne recommandation de l'afficher partout? En fait, ce qui se passe, c'est que on a vu justement que il y a pas mal de tests qui ont été faits à ce niveau-là. Et ce qui est important, en fait, c'est de réassurer la personne tout au long de sa navigation. Bien entendu, il ne faut pas que je dise que ça devienne un sapin de Noël, si je peux me permettre. Mais ce qui est important, justement, pour répondre à Yves, je crois que c'était qui avait posé la question là. Effectivement, il faut le faire d'une manière stratégique. Mais ce qui est important, c'est de suivre le tunnel de conversion. Donc là, par exemple, même si on le met sur le pré-header, c'est une intégration qui est assez soft, si je peux me permettre ici. Et ce qui est important aussi, c'est que quand on ne connaît pas le site, souvent, on a à peu près 88% des personnes qui vont taper avis avec le nom du site dans Google. Donc là, nous, on va voir comment on peut sécuriser tout ça dans la recherche organique. Mais l'important pour vous, c'est de garder la personne le plus longtemps sur le site et notamment, justement, l'amener à la conversion. Donc là, en fait, il y a 2 points importants. Un, déjà, si vous la gardez, si la personne tape un mot-clé bien spécifique et elle reste sur le site, par exemple, je vais taper contrôle technique pas cher et j'arrive sur le site de CT Easy. Donc là, c'est un de nos partenaires. Et justement, le fait de rester sur le site et commencer à lire les avis, je vais envoyer un signal positif à Google en leur disant, voilà, j'ai tapé contrôle technique pas cher, je suis sur le site, je navigue, je commence à lire, etc. Donc là, le signal par rapport au mot-clé que j'ai tapé dans Google est positif. Google va dire, tiens, quand on tape cette requête-là, on envoie sur tel site et effectivement c'est positif, ça vous aide dans le ranking dans Google. Donc ça, c'est un point qui est très important et positif par rapport à la qualité du contenu et bien entendu du ranking dans Google. Mais ce qui est important aussi, c'est que quand la personne est en train de naviguer, vu qu'elle ne vous connaît pas, le fait justement de les afficher à des points stratégiques, donc ça veut dire tout au long du tunnel de conversion, c'est effectivement très important. Et on a remarqué effectivement que les gens sortaient un peu moins donc du tunnel en affichant les avis à ces endroits-là. Mais bien entendu, il ne faut pas trop charger. Donc là, on a parlé du header, le footer et bien entendu après le panier. Mais le panier, là, ça reste effectivement très important. Même l'étape juste avant le panier, où on a une sélection de produits, où on va avoir une upsell, etc. Donc effectivement, d'après les études qu'on a pu faire, on a remarqué que l'afficher justement tout au long du tunnel de conversion est très important et pertinent aussi au niveau des résultats. Merci beaucoup, Brahim. Effectivement, je pense que là, on a vraiment bien vu en détail la partie parcours client et je pense qu'elle est importante d'un point de vue expérience client et sur l'impact sur la conversion. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est justement comment, d'un point de vue marketing et notamment marketing digital, on peut exploiter cette donnée-là avis client pour pouvoir finalement booster ses campagnes. Et donc, on va commencer par un premier point qui concerne beaucoup de gens, qui est le SEO, donc le référencement naturel. Donc, pour rappeler à tout le monde, hein, quand vous allez dans Google et que vous tapez un mot-clé, vous avez tout en haut les résultats qu'on appelle liens sponsorisés, Google Ads, qui sont avec la petite infobulle annonce, qui sont donc des résultats payants, donc ce qu'on appelle le SIA. Et vous avez juste en dessous les résultats SEO. Donc, sur le SEO, les avis clients vont pouvoir être intégrés directement dans les résultats Google à travers ce qu'on appelle les rich snippets. Donc, les rich snippets, c'est quoi? C'est les étoiles que vous voyez apparaître directement dans les résultats de recherche quand vous tapez un mot-clé. Donc, en fait, ces étoiles-là proviennent directement des avis. Donc, ça va être la synthèse de votre note moyenne d'avis, par exemple, et du nombre d'avis. Donc, par exemple, sur l'avis marchand. Donc, rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait 2 types d'avis, avis marchand, avis produits et services. L'avis marchand va être intégré. On peut l'intégrer sur certaines pages de son site, notamment la page d'accueil. Imaginons que vous avez également une page témoignage, une sorte de livre d'or comme on connaissait à l'époque, donc sur votre site. Donc la page témoignage peut également afficher les avis marchands avec les rich snippets SEO, ou bien une page à propos
qui présente votre entreprise, votre activité. Ça, c'est l'avis marchand, donc il va pouvoir être localisé sur certaines pages. Pour rebondir également sur ce que disait tout à l'heure Brahim, vous n'allez pas pouvoir intégrer l'avis marchand sur toutes les pages de votre site. Ça, c'est une méthode contraire aux bonnes pratiques en termes de SEO. Il faut vraiment intégrer les avis marchands uniquement sur la page d'accueil historiquement, et on peut se permettre de, entre guillemets, déborder sur une page témoignage et une page à propos, parce que c'est, entre guillemets, des miroirs de la page d'accueil. Mais la page d'accueil étant vraiment la vitrine de votre site. Si vous voulez avoir des avis sur des pages internes, on va arriver sur ce qu'on appelle l'avis produit ou l'avis service. Donc, ce sont les avis que vous allez collecter concernant le produit spécifique qui a été acheté par le consommateur ou le service qui a été acheté par le consommateur, qui vont remonter uniquement sur la page dédiée à ce contenu-là. Donc, l'avis marchand va rayonner sur la page d'accueil témoignage. L'avis produit-service va afficher finalement son contenu sur les fiches produits et va vous permettre, du coup, grâce à ces fiches produits-là, de faire ressortir les étoiles dans Google. On a un exemple un peu concret sur cette slide-là. On voit par exemple donc Amazon qui est positionné sur un produit donc des lunettes Porsche Design P8478 et qui a donc un autre concurrent qui vend également le même modèle. Donc c'est Smart Buy Glasses qui lui collecte des avis produits du coup et donc qui va ressortir dans Google sur le même mot-clé avec l'affichage des étoiles, avec le nombre d'avis et donc la moyenne des avis et également le prix qui peut être affiché grâce au rich snippet. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit ce résultat-là, on voit clairement que l'ajout des étoiles va ajouter une dimension de preuve sociale beaucoup plus importante dans les résultats. Et forcément, on l'a remarqué dans les études, en fait, ça va attirer le clic davantage vers les étoiles plutôt que vers le résultat sans étoiles. Alors, il y a plein d'éléments qui vont interférer là-dessus. Il y a aussi effectivement le nom de la marque, etc. Mais en l'occurrence, le fait d'avoir des étoiles sur ces résultats va permettre de se distinguer de ses concurrents et d'attirer l'attention de l'internaute sur ces résultats-là. Donc, on a un autre exemple ici, toujours avec le cas client qu'on a vu précédemment avec Brahim, touche de clavier, qui a donc ça c'est un cas client qu'on va vous partager si vous le souhaitez. Il est en ligne sur notre sur Trustpilot Business. Donc on a vraiment fait un cas concret avec ce partenaire-là pour voir comment il a mis en place la solution et quels sont les impacts d'un point de vue conversion, SEO, AdWords, etc. Et donc sur la partie SEO, ce qui est intéressant, sur cette page-là, on a donc une augmentation du nombre de visites provenant de Google juste en déclenchant l'affichage des étoiles. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement la notation qui apparaît dans Google directement. Donc là, on a la requête acheter à l'écran portable. On voit bien qu'il y a des résultats payants en référencement AdWords, Google Ads juste au-dessus. Et le premier résultat naturel, c'est ce partenaire-là qui affiche directement la note avec les étoiles dans les résultats de Google et qui fait que à travers cet affichage de la preuve sociale directement dans les résultats de Google, il va attirer le clic et ça lui a permis effectivement d'augmenter le nombre de sessions, donc de trafic provenant de Google de 153% sur cette page-là spécifique. Donc, on a un autre exemple aussi qui va donc aller sur la partie SEO. Donc, on a vu précédemment le référencement naturel, le SEO. Là, on va voir le SEO, le référencement payant. Donc, sur le référencement payant, il y a également une possibilité d'avoir les avis qui s'affichent dans vos campagnes publicitaires. On a un exemple ici sur la droite avec le site Alltricks, qui est un site spécialisé dans tout ce qui est VTT, tout ce qui est vélo. Et donc, comment il a fait pour avoir son affichage d'étoiles sur les résultats Google? Il y a plusieurs critères à respecter. Les critères sont les suivants. Il faut avoir au minimum 150 avis, qui ont été collectés par un tiers de confiance. Donc, 150 avis sur les 12 derniers mois. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un minimum d'avis collectés. Alors, pour le coup, nous, on a différentes solutions pour vous aider à atteindre ce seuil-là. Mais voilà, 150 avis minimum. Pour le moteur Bing, qui fonctionne également de la même manière avec les avis, 30 avis suffisent. Donc, 150 avis pour Google ou 30 pour Bing, avoir une note moyenne d'au moins 3,5 sur 5. Si vous avez une note faible, imaginons que vous êtes à 3 sur 5, l'affichage des avis ne se fera pas. C'est-à-dire que Google ne va pas s'amuser à afficher des notes avec 2 sur 5, par exemple, ce qui serait pénalisant aussi d'un point de vue publicitaire pour vous. Donc, il va afficher uniquement à partir de 3,5 sur 5 jusqu'à 5 sur 5 la note en étoile. Et donc, il faut que ces avis-là soient effectivement d'une certaine fraîcheur, donc sur les 12 derniers mois, et donc collectés par un tiers de confiance reconnu. Nous, on a effectivement cet accord de licence avec Google, donc on fait partie de ce tiers de confiance. Et donc, comment ça se passe? Si par exemple, un consommateur veut vérifier cette note-là et voir en détail le contenu derrière cette note, il va pouvoir cliquer sur le terme avis. Donc là, vous voyez sur l'affichage ici, vous avez le terme avis qui est cliquable. Et quand on va cliquer dessus, en fait, on va arriver sur un profil d'avis. C'est-à-dire que Google crée un profil avec tous les avis qu'il a agrégés, qu'il a récupérés de notre plateforme pour pouvoir afficher la note globale, le nombre d'avis, le tri des avis par note. Donc, combien d'avis sont 5,
4, 3, 2, etc. pour vraiment donner un aperçu concret au consommateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce clic-là ne vous sera pas facturé par Google. C'est un clic 100% gratuit puisqu'il amène sur un contenu de Google. Donc, typiquement, ce qui peut se passer, c'est que le consommateur, soit il revient en arrière et il clique sur votre lien pour venir voir votre site directement parce qu'il a été convaincu, soit il peut potentiellement rebondir sur cette page-là pour aller directement sur votre site et donc vous faire économiser un clic AdWords. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi d'un point de vue marketing d'avoir cet affichage-là. Et concrètement, justement toujours avec le cas client de touche de clavier, donc quand ils ont mis en place leur collecte d'avis, ils ont déclenché l'affichage de ce qu'on appelle donc les Google Seller Ratings, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle dans le jargon GSR, c'est vraiment la technologie derrière l'affichage des avis directement dans les campagnes Google Ads. Et donc le fait tout simplement d'avoir les avis qui s'affichent dans les campagnes Google Ads, donc on voit bien au-dessus la première annonce c'est la version sans et en dessous la version avec, a fait baisser le taux le coût d'acquisition en fait Google Ads de 17%. Alors, comment ça fonctionne justement sur Google Ads pour rappeler un petit peu à tout le monde? Google Ads, c'est un système d'enchères. On va mettre en place des enchères sur certains mots-clés. Et donc, le fait d'avoir les étoiles qui vont s'afficher vont augmenter le taux de clic sur nos annonces. C'est ce qu'on avait vu précédemment, vous savez, sur cette slide-là. On a plus 10% de taux de clic en moyenne quand on affiche les étoiles par rapport à la version sans étoiles. Donc, le fait d'avoir cette augmentation de taux de clic vous permet aussi de baisser votre enchère. Donc, vous allez pouvoir payer votre clic moins cher. Et en plus de ça, vous allez pouvoir convaincre sur les résultats Google Ads, donc les résultats payants, l'internaute dès le départ avec la preuve sociale. Ce qui fait qu'en fait, vous allez déjà créer de la confiance dès les clics Google et garder ce sentiment de confiance pendant tout le tunnel d'achat jusqu'à la conversion. C'est comme ça, en fait, c'est la combinaison de ces deux actions, le fait de baisser ses enchères et le fait également d'avoir un CTR plus élevé qui va vous permettre d'améliorer vos coûts d'acquisition et donc votre budget marketing qui est dédié à Google Ads grâce aux Seller Ratings. Ça, c'est vraiment important en termes de stratégie, de bien le garder en tête et de savoir qu'effectivement, juste le fait d'avoir 150 avis avec 3,5 sur 5 sur les 12 derniers mois vous permet d'augmenter le rendement de vos campagnes AdWords grâce à cet effet de levier qu'offre justement cette extension-là Google Seller Ratings. Ensuite, on a un autre dispositif qu'on peut utiliser. Donc, imaginons que vous faites des campagnes display ou retargeting, vous allez avoir également la possibilité d'utiliser la preuve sociale et de manière générale vos avis directement dans le contenu de ces bannières. Ça, c'est des tests qu'on a menés avec pas mal de partenaires et avec lesquels on s'est rendu compte que le fait d'afficher, par exemple, sur des bannières display ou retargeting, des citations d'avis, comme on peut le voir sur à gauche sur Smart Home Security ou à droite sur 1, 2, 3 RF, etc. Ces avis-là, avec un tiers de confiance qui est affiché directement dans les bannières, va augmenter le taux de clic de vos bannières. Donc ça, c'est aussi important parce que ce qu'il faut savoir en display, effectivement, c'est que les taux de clic sont assez faibles, puisqu'aujourd'hui, le consommateur a, je dirais, un taux de clic assez faible sur les bannières classiques. Mais le fait d'ajouter une dimension de preuve sociale et d'avis client va vous permettre d'augmenter ces taux-là et donc augmenter le trafic provenant de vos campagnes display. Et donc aussi, si vous accompagnez systématiquement pendant tout le tunnel d'achat, finalement, avec les avis clients, vous allez pouvoir augmenter le taux de conversion. Donc, le display retargeting, donc ça peut fonctionner aussi bien sur des solutions du type Criteo, Rakuten Marketing, etc. ou Google Remarketing si vous faites du display avec Google par exemple, ou Facebook si vous faites du Facebook Ads et que vous faites du retargeting également avec Facebook. Vous allez pouvoir ajouter une dimension avis client dans vos créas, dans vos visuels pour augmenter les taux de clic. Donc intégrer en première étape les avis. Alors ça peut se faire de manière statique ou dynamique. En statique, typiquement, vous allez sélectionner les avis les plus pertinents pour vos campagnes et les faire intégrer par votre graphiste designer. Donc ça, à la limite, c'est très facile à faire et à mettre en place. En dynamique, si demain, par exemple, vous mettez en place des campagnes display en achat programmatique ou bien via des partenaires de retargeting, vous allez pouvoir récupérer le flux d'avis chez nous et l'afficher dynamiquement pour un produit, par exemple. Si vous faites des campagnes pour 50, je vais dire une bêtise, 1000 ou 1500 produits différents, eh bien, vous allez automatiquement pouvoir générer des bannières publicitaires et intégrer dans vos bannières nos avis pertinents par rapport aux produits en question. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est possible de faire aujourd'hui et qu'on vous invite à vraiment explorer si c'est un challenge en interne pour vous d'améliorer vos rendements, en tout cas vos performances sur la partie display retargeting. Autre chose qui est vraiment importante aussi sur la partie community management, social media de manière générale, c'est de pouvoir utiliser aussi le prétexte des avis clients pour animer vos communautés. On a deux exemples ici avec Marco Vasco et Alltrix. Donc Marco Vasco qui est un acteur dans le domaine du tourisme, qui fait un tweet avec ce qui me rend joyeux, ce sont des clients heureux avec un petit emoji qui va bien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir la citation de l'avis directement en visuel. Donc là, vous voyez par exemple, nous félicitons Marco Vasco pour leur professionnalisme, nous repartons avec eux sans hésiter. Agnès L.
On sait très bien que sur les réseaux sociaux, les posts qui sont accompagnés de visuels ont un meilleur reach, ont un meilleur taux de diffusion et une meilleure visibilité sur les plateformes. Pareil sur la droite avec Alltrix, donc toujours le même partenaire pardon, sur le domaine du vélo. C'est toujours agréable de lire ce type d'avis, blablabla. Et quand on regarde la citation juste en bas, impeccable, première commande sur ce site très satisfaisant, description des produits commandés, top ici, Francis, il est super content. Et en fait, ce prétexte-là, quelque part, c'est aussi un moyen pour vous de faire de l'animation de vos communautés autrement que juste de dire voici la promo du moment, voici les nouveautés du moment, sortir un petit peu du carcan pur produit-vente pour également montrer quelque part votre satisfaction client et aussi essayer de convaincre finalement votre communauté de fans qui ne serait pas forcément cliente de franchir le pas. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que parmi nos fans Facebook ou Twitter ou Insta ou autres, on a des gens qui nous suivent mais qui ne sont pas encore devenus clients. Avec ce type de message, vous allez pouvoir vraiment créer une relation de confiance et leur montrer que tiens, si d'autres personnes approuvent finalement la qualité de service de notre produit ou autre, enfin la qualité de service ou de produit qu'on a, c'est que potentiellement ça peut vous intéresser vous. Pourquoi ne pas franchir le pas par exemple? Et donc voilà, ça c'est vraiment le genre de choses qu'on recommande en termes d'animation. Et la petite information à ce sujet, les visuels que vous voyez sur les deux publications, donc sur la gauche et sur la droite, sont des visuels que la solution Trustpilot vous permet de générer en un clic. Donc on a une banque d'images en fait, et on vous permet de choisir très facilement sur la solution Trustpilot un avis que vous voulez mettre en visuel, ce qui vous permet en un clic finalement de publier le contenu sur votre profil Facebook ou Twitter ou autre, sans avoir à solliciter un designer, sans avoir à faire de créa spécifique. Nous, on vous fournit un outil clé en main là-dessus. Donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu les mêmes nomenclatures. On voit bien la note globale en dessous avec le logo, la même manière ici la note globale avec le logo. Donc on a vraiment développé cet outil-là pour les community managers, pour les responsables marketing online, etc., qui voudraient animer également leur communauté en un clic. Donc sur votre back-office, en un clic, vous choisissez un avis et vous allez pouvoir le transformer en post sur vos réseaux sociaux en accompagnant bien sûr d'un message pertinent. Donc voilà pour le petit tour de piste. On a un petit peu débordé, on avait prévu 1 heure de webinaire, on est à 1 heure et 7 minutes. Je ne sais pas si on a des questions, Brahim, sur les différents points qu'on a indiqués. Est-ce que vous avez des questions dans la salle concernant le webinaire? On va en prendre juste une ou deux rapidement s'il y en a vraiment d'importantes. Et sinon, on se tient complètement à votre disposition par email ou après le webinaire. Si vous avez besoin de précision, si vous voulez qu'on regarde d'un point de vue plus personnalisé dans votre secteur d'activité, si vous avez des challenges particuliers, on pourra vous montrer justement comment la solution, comment la stratégie peut s'adapter à votre business model et à votre challenge principal. Parce qu'évidemment, là, on a fait un tour je dirais, assez complet des bonnes pratiques d'un point de vue global, mais qu'on soit un acteur qui veut générer de la demande de rendez-vous en ligne, ou bien un acteur qui met en relation des artisans avec des consommateurs, ou bien un site dans le B2B qui fait du e-commerce et qui a une problématique d'acquisition professionnelle, etc. Chaque entreprise va avoir vraiment des challenges spécifiques. Donc, on pourra vous accompagner sur des recommandations plus sur mesure. Donc, n'hésitez surtout pas à nous recontacter par la suite après le webinaire si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aller un peu plus loin sur la conversation. Et donc, voilà. Alors, on va voir si on a des petites questions entre-temps. On avait répondu à certaines questions déjà pendant le webinaire. Par exemple, effectivement. Un petit point important justement parce que au vu de ce que j'avais pu voir quand déjà je faisais du media monitoring, on analysait les réputations de différentes structures et aussi de tous les challenges que certains partenaires ont eu justement par rapport à leur réputation. Ce qui est super important, c'est vraiment d'être proactif. Donc c'est-à-dire, faut pas attendre effectivement qu'on reçoive un ou deux avis ici et là sur la toile, sur un forum, sur Facebook ou ailleurs. Il faut déjà en amont collecter pour pouvoir justement avoir une très bonne assise. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on sait que dans 80% des cas, les avis organiques qui vont arriver ici sur la toile, ça va être du négatif. Donc vous, en amont, vous avez déjà fait un travail en justement collectant d'une manière cohérente sur l'ensemble donc votre panel et effectivement vous travaillez sur la structure que vous avez, que ce soit au niveau du SEO, que ce soit au niveau du SEO, que ce soit au niveau de votre site, pour montrer justement que vous avez un très bon service. Et le problème, c'est que souvent, moi, ce que je remarque, c'est que certaines personnes vont se dire, tiens, on le fera ultérieurement, c'est peut-être pas une priorité, mais au final, effectivement, quand on voit que 90% des gens recherchent un avis avant de passer commande ou avant d'utiliser un service, c'est qu'effectivement, la masse, on va dire, qui sont d'une certaine manière vos clients, ils sont ancrés dedans. Donc, c'est important justement sur ces deux côtés-là, donc soit pour votre réputation de manière générale, mais aussi pour l'acquisition. Donc, vraiment être proactif à ce niveau-là et après, par la suite, justement, utiliser ça d'une manière très efficiente sur le site, au niveau donc des recherches organiques et ainsi de suite. Merci beaucoup, Brahim, pour cette petite conclusion. Je pense qu'on va clôturer le webinaire sur cette note. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou autres. On a été très heureux de partager ces différents insights et ces différentes tendances et ces différents chiffres clés justement sur l'industrie de la vie client.
Pardon, on est à votre disposition si vous avez des questions. Donc n'hésitez surtout pas à revenir vers nous et puis on vous souhaite une excellente après-midi. Merci Smaïl, merci à tout le monde. Merci Bonne Brian, journée. à bientôt. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Bye bye.